Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, l'attaque du village de Biné Dema, survenue ce 6 juin dans la région de Mopti, au centre du Mali, est venue renforcer le climat d'insécurité qui règne dans le pays. Attaque qui a fait une vingtaine de victimes et qui intervient au lendemain de l'annonce de la mort du leader d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Abdelmalek Droukdal, tué par l'opération française dans le nord du pays. La compétitivité des titres publics du Cameroun serait sans égale en Afrique subsaharienne. Le pays le plus dynamique de la région, CEMAC, serait le seul de la région qui s'endette encore à moins de 3% pour les titres de courte maturité. Et puis, l'île Maurice continue de contester son placement sur la liste noire de l'Union européenne relative au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Les autorités mauriciennes dénoncent la méthodologie utilisée. Au Mali, au moins 26 personnes ont péri dans une attaque perpétrée dans le village de Biné Dema, au centre du pays. Un village où résident les habitants appartenant principalement à la communauté Peul. Le ministre de la Défense a ouvert une enquête pour identifier les coupables. Kamesh Katapoulé et Victor Assedji. Le Mali de nouveau meurtri par une attaque. Ce vendredi 5 juin, au moins 26 personnes ont été tuées à la suite d'une offensive dans le village de Biné Dema situé dans la région de Mopti au centre du Mali. Un village qui regroupe des habitants appartenant principalement à la communauté Peul selon Ali Bari, un responsable d'une des principales associations Peul du pays. Pour l'heure, les auteurs de cette attaque n'ont pas été identifiés. Un élu local rapporte toutefois que les assaillants étaient habillés en tenue de l'armée malienne. Les assaillants ont abattu 26 personnes, dont une femme et des enfants. Depuis 2015, le centre du Mali fait face à de nombreuses violences. En cause, l'émergence de la Katiba Massina. Un groupe djihadiste dirigé par Amadou Koufa est affilié au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Issu du peuple Peul, le chef djihadiste recrute largement au sein de sa communauté. Depuis, les heurts se sont multipliés entre les Peuls, majoritairement éleveurs, et les ethnies Bambara et Dogon, qui pratiquent essentiellement l'agriculture. Cette énième attaque montre l'extrême gravité des violences communautaires au nord du Mali, avec les conséquences collatérales liées au déplacement des populations, à l'insécurité alimentaire. Cela demande encore une fois l'impuissance des autorités à stabiliser cette partie du pays, qui reste quasiment sous contrôle aujourd'hui des forces djihadistes et des forces terroristes. On se rappelle bien que le chef de file de l'opposition malienne, Soumaïa Cissé, a été l'objet d'un rapt il y a quelques mois de cela dans cette partie du pays. Il est donc urgent aujourd'hui de revoir le mandat de la MINUSMA. Interpellé, le ministre de la Défense, le général Ibrahima Daïrou Dambélé, a déclaré ne pouvoir à ce stade rien confirmer ni infirmer. Il a cependant indiqué que dès la semaine prochaine, des enquêteurs de l'Inspection générale des armées seront déployés sur place pour mener des investigations. Le Chadema, principal parti d'opposition tanzanien, a ouvert la course aux candidatures pour ceux qui souhaitent représenter le parti aux élections générales d'octobre 2020. Le 3 juin, le secrétaire général du parti, John Mwika, a invité tous ceux qui étaient intéressés à soumettre leur dossier au bureau du secrétaire général, dossiers qui seront par la suite examinés par le comité exécutif qui donnera la décision finale. Les membres du parti intéressés ont jusqu'au 15 juin pour soumettre leurs documents. Après la reprise de Tripoli, le gouvernement d'union nationale libyen reprend le contrôle de Tarhouna, une ville stratégique pour les forces du maréchal Khalifa Haftar, puisqu'elle était leur dernier bastion dans l'ouest libyen. Cet événement marque ainsi un nouveau tournant dans le conflit libyen. Kamesh Katapoulé et Aïssatou Bari. C'est une nouvelle défaite pour le maréchal Khalifa Haftar. Vendredi 5 juin, le porte-parole du gouvernement d'union nationale, Mohamed Nounou, a annoncé avoir repris le contrôle de Tarhouna, située à 30 km au sud-est de Tripoli. Une ville stratégique qui était non seulement le dernier bastion des forces pro-Haftar dans l'ouest, mais qui constituait aussi leur base arrière pour l'attaque de la capitale.
Nos forces ratissent la ville, mais ne font face à aucune résistance de la part des milices de Haftar après leur retrait. Nous y réactiverons la direction de la sécurité nationale de la ville, ainsi que les autres services de sécurité. Cela se fait en coordination avec le ministre de l'Intérieur. La reprise de Tarhouna marque ainsi un tournant important dans le conflit libyen. Un conflit qui perdure depuis avril 2019, début de l'offensive lancée par le maréchal Khalifa Haftar. À cet effet, l'armée nationale libyenne n'a pour le moment pas commenté les revers accumulés de ces derniers jours. Jeudi 4 juin, Ahmad Al-Mesmari avait toutefois annoncé un retrait de Tripoli en signe de bonne volonté après l'annonce de l'ONU sur la reprise des pourparlers. L'offensive fait partie de la stratégie de Tripoli, de repousser les troupes de Khalifa Haftar. L'objectif stratégique, c'est d'arriver à Misrata, ouvrir le couloir à la fois stratégique et militaire et civil entre Tripoli et Misrata. Il signifie que le gouvernement libyen à Tripoli signale qu'ils n'ont pas forcément déclenché cette guerre, mais aussi ils se préservent le droit de le terminer quand ils le souhaitent. Pour rappel, la mission d'appui des Nations Unies en Libye avait annoncé mardi 2 juin que les deux pouvoirs rivaux avaient accepté une reprise des négociations. En cas d'échec, certains experts craignent un nouvel embrasement de cette guerre. À quelques mois de la présidentielle béninoise de 2021, le parrainage des candidatures selon le nouveau code électoral fait objet de polémiques. En effet, le code électoral en vigueur exige des prochains candidats à la présidentielle l'obtention d'au moins 16 parrainages de députés et ou maires pour la validation de leur candidature. Cependant, d'après les résultats des élections communales du 17 mai 2020, le président Patrice Talon pourrait bien se retrouver seul candidat avec 83 députés déjà acquis à sa cause et la très grande majorité des maires pour ses partenaires politiques. Chose que le jeune activiste et acteur politique Sabi Sirac-Rogoné souhaite éviter. Ce dernier interpelle le chef de l'État sur le sujet afin que l'Assemblée nationale procède à sa relecture. Reportage de notre correspondant Leftion. Au Bénin, certaines dispositions du nouveau code électoral suscitent la controverse à quelques mois de la présidentielle de 2021. Il s'agit du parrainage par 10% de maires et ou des députés des candidats aux élections présidentielles. À travers des échanges entre le président Patrice Talon et 9 partis politiques mercredi 3 juin 2020, suite à l'adoption de la loi portant interprétation et complétant le code électoral par les députés de la 8e législature mardi 2 juin 2020, certains leaders politiques ont évoqué la question du parrainage et demandé que l'Assemblée nationale se penche à nouveau sur la loi. On a suggéré au chef de l'État, humblement, de demander au Parlement de nous débarrasser de cette disposition et que tout Béninois se sentant capable de diriger son pays puisse participer sans être président à l'Assemblée nationale, sans avoir des élus communaux et municipaux. Selon le nouveau code électoral, l'aspirant président et son colistier vice-président doivent recueillir le parrainage d'au moins 16 maires et ou députés. Avec la réforme du système partisan, notamment la charte politique et le nouveau code électoral, les deux partis politiques épaulés par le président Patrice Talon disposent de 83 députés, mais aussi ont obtenu 77,35% des sièges pour les communales et municipales. On a l'impression de plus en plus dans notre pays que la loi n'est plus impersonnelle. La loi ne sert plus aux intérêts du grand public. La loi est utilisée par une minorité qui l'utilise pour régler ses problèmes personnels. A noter qu'avec la réforme politique controversée du système partisan, certains partis d'opposition ont été exclus du processus électoral lors des législatives du 28 avril 2019. Une situation qui a engendré des violences post-électorales. Des partis d'opposition ont boycotté les élections communales et municipales du 17 mai 2020 et d'autres recalés à la Commission électorale nationale autonome. Également, dessus les 5 partis politiques en lice à ces élections n'ont pas pu lever des sièges au communal en raison de l'exigence de 10% de suffrage au plan national.
Mise en cause pour corruption, la femme d'affaires angolaise Isabel dos Santos fustige les enquêtes qui la visent dans son pays, en Angola, au Portugal et dans la presse. La fille de l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos, incriminée dans les Luanda Leaks, est accusée de détournement de fonds publics dans son pays. Le ministère public estimait à plus d'$1 milliard le montant des fonds publics détournés. Il a récemment réévalué à 5 milliards de dollars. Cette dernière dénonce un procès injuste et inexact. À ce jour, ses comptes bancaires et actifs ont été gelés en Angola et au Portugal. L'entourage d'Isabel dos Santos a promis de nouvelles révélations sur le dossier dans les jours qui viennent. L'un de ses avocats, le Britannique Dan Morrison, affirme que le dossier de la justice angolaise contre sa cliente est totalement vide. Principal animateur du marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale depuis son lancement en 2011, le Cameroun serait le pays le plus compétitif d'Afrique subsaharienne sur le marché monétaire. La locomotive économique de la zone CEMAC propose notamment aux investisseurs des taux d'intérêt concurrentiels et attractifs. Les détails avec Nelly Ebessa. Les titres publics camerounais sont actuellement les plus compétitifs sur l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. À en croire la Direction générale du Trésor du ministère camerounais des Finances, cette compétitivité des titres camerounais tient non seulement à la crédibilité de la signature de l'État, qui n'a à ce jour enregistré aucun défaut de paiement sur le marché monétaire depuis son lancement il y a bientôt 10 ans, mais aussi et surtout d'une politique rigoureuse d'endettement à faible coût. Le Cameroun est aujourd'hui le seul pays au sud du Sahara qui s'endette encore à des taux d'intérêt de moins de 3% pour les titres de courte maturité et de moins de 7% pour les maturités longues. Ce 6 mai 2020, le Cameroun a d'ailleurs effectué une émission historique sur le marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. Pour la première fois depuis le lancement de ce marché en 2011, ce pays de la CEMAC a émis des obligations du Trésor assimilables à 10 ans de maturité, rémunérées à un taux d'intérêt de 7%. Une opération au cours de laquelle le Trésor public camerounais espère pouvoir mobiliser une enveloppe de 25 milliards de francs CFA. Cet endettement vise surtout la finalisation de certains projets d'infrastructure. Le Cameroun, depuis 2008, s'est lancé dans ce qu'il a appelé les grands projets structurants. Aujourd'hui, il faut maintenir la signature du Cameroun à un bon niveau pour l'ensemble des marchés, que ce soit le marché financier, que ce soit le marché monétaire. Donc ça demande que l'endettement soit rigoureusement suivi et qu'on reste sur les équilibres budgétaires pour que cette signature ne se détériore pas. En rappel, la mobilisation de ressources de court terme permet généralement de régler les problèmes ponctuels de trésorerie sur le marché monétaire avec une émission de bons du Trésor assimilables à 26 semaines de maturité. Avec des faibles coûts d'endettement, le Cameroun apparaît comme le seul pays de la région dont la compétitivité des titres publics serait sans égale. Maurice ne décolère pas après son placement sur la liste noire des centres financiers établis par l'Union européenne. Les autorités mauriciennes dénoncent la méthodologie utilisée et les conséquences économiques induites par cette décision, notamment dans le contexte de la crise sanitaire liée au coronavirus. Fanny Mounichi et Ameneji. Maurice entend bien ne pas rester sur la liste noire de l'Union européenne. Le bureau du Premier ministre Pravin Jugnauth s'indigne de voir l'île figurer sur la liste des pays épinglés pour leur carence dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La Commission se contente de reprendre directement à son compte les conclusions du groupement d'action financière, mais sans faire de distinction entre les pays qui sont sur la liste noire du GAFI et d'autres comme Maurice, qui ne sont que sur une simple liste d'observation. Une méthodologie pointée du doigt par les autorités mauriciennes qui indique également n'avoir été ni consultée ni entendue au préalable et qui alerte sur les risques encourus pour l'économie nationale après cette décision, notamment dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19. Lorsque les puissances occidentales prennent la décision de lutter contre le terrorisme et le blanchiment de capitaux, cela paraît un moment paradoxal parce qu'en fait, il y a certaines pratiques qui ont cours dans ces sites où il n'y a pratiquement pas de réglementation internationale, ou à tout le moins, il y a même des lois
qui encadre ces points-là. Je crois que c'est une mesure de rétorsion ou alors une mesure de pression que l'Union européenne est en train de mettre sur l'île Maurice. Et certaines autorités entendent sur elles de faire dans le calcul, de faire ce qu'on appelle le calcul économique. Entre le fait que les mesures de l'Union européenne rentrent en application et continuent à recevoir nos touristes, ou alors demander aux touristes ou alors à ceux qui font des placements là-bas et de se conformer, même pas seulement à la réglementation, qu'est-ce que nous gagnons dans l'un ou dans l'autre cas. Donc, de mon point de vue, quand ils auront fait ce calcul-là, ils pourront valablement se soumettre à la réglementation de l'Union européenne. Cette décision est souvent prise lorsque vous ne voulez même pas négocier. Mais quand vous acceptez de négocier, vous allez avoir le round 1, round 2, et puis finalement, on va trouver un point de consensus qui finira donc par arranger et à sauvegarder les intérêts des uns et des autres. Maurice a été inscrite sur la liste noire de l'Union européenne le 7 mai dernier. Une décision qui doit encore faire l'objet d'une approbation du Parlement européen avant une prise d'effet le 1er octobre 2020. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.